Le lundi 8 septembre, j'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement. On a vu ce que ça a donné la première fois. On a vu un pays qui s'est désuni. On aura exactement à peu près le même résultat. C'est-à-dire quelque chose d'ingouvernable, pas de majorité en clair. La France est devenue absolument ingouvernable. La France a peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais elle est entraînée par des ânes. Je tends la main à tout le monde. Si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, aucune politique ne marchera. S'il y a une dissolution demain, qu'est-ce que ça changera? Retrouver une France qui a un cap et surtout d'avoir un changement de politique. Avant de faire une nouvelle élection, il faudrait d'abord changer le système électoral. Mais si rien ne change, le bateau va couler. Ce que ne dit pas M. Bayrou, c'est que ce bateau, le capitaine, est Emmanuel Macron. Moi, je plaide pour le retour aux urnes. Cette question, la France est-elle devenue ingouvernable? C'est la question qui va nous obséder ce soir à une semaine de ce vote capital à l'Assemblée. Tous les blocs politiques seront sur ce plateau. Temps de parole proportionnel à leur poids politique à l'Assemblée. 6 invités vont donc défiler. Vous les voyez, Aurore Bergé, la ministre, dans une seconde. Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Othman Nasrou pour les Républicains. Marine Tondelier pour les écologistes. Manuel Bompard de la France Insoumise et Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National. Nos invités ce soir sont face à BFM, face à Marie Chantrey. Bonsoir Marie. Bonsoir Chef Maxime. du service politique de BF, éditorialiste politique à BFM Business. Et face à Guillaume Darret. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Maxime. Éditorialiste politique ici à BFM TV. Et pour commencer donc, premier invité ce soir, Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, députée macroniste depuis 2017, venue des Républicains, ministre d'un gouvernement sur le point de tomber, point d'interrogation. Bonsoir Aurore Bergé, Bonsoir. Merci d'être là. La première question vous est posée ce soir par Marie Chantrey. Bonsoir Aurore Bergé. Le Premier ministre, hier soir encore, s'est dit persuadé que les choses peuvent encore bouger dans les prochains jours. J-7 avant ce vote de confiance. Les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre. Croyez-vous encore une seule seconde la possibilité que François Bayrou ne tombe pas lundi prochain, 8 septembre? Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense sincèrement que c'est souhaitable. Pas pour François Bayrou, Aurore Bergé, les uns ou les autres, mais parce que je pense que les questions qui sont posées le 8, elles persisteront et elles seront toujours les mêmes. Comment on fait face au mur budgétaire et comment, avec la composition qui est celle que les Français ont choisie, ils ont voté pour cette Assemblée-là, peut... Non, j'y crois parce que sinon je ne serais pas sur votre plateau. Mais je suis réaliste à la fois sur ce que les oppositions pour l'instant ont dit, mais c'est quand même suffisamment tôt. Donc le sujet, il n'est plus aujourd'hui sur la méthode. On peut toujours trouver que telle méthode est contestable, etc. La question, c'est est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, sur le constat? Les Français eux-mêmes disent aujourd'hui qu'ils sont en accord sur le constat. Ils voient que la question de la dette devient une question prioritaire pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Ils ont l'impression que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on leur dit ça. Sauf que maintenant, en fait, on n'a plus d'autre choix que d'agir. La question, c'est ensuite les solutions qu'on y met. Et là-dessus, est-ce qu'on sait trouver des compromis? Ou alors, est-ce qu'on se dit que chaque gouvernement est condamné à durer 3 mois, à durer 6 mois, un qui va tomber, ensuite un budget, ensuite un autre qui tombe, ensuite un budget. C'est pas tenable, c'est pas souhaitable pour la France de fonctionner de cette manière-là. Mais puisque vous prenez les Français à témoin ce soir, et notamment celles et ceux qui nous regardent, vous dites que les Français ont pris conscience. Les Français, quand on les interroge, on le fait ici régulièrement à BFM TV avec notre institut de sondage, ils disent très clairement on ne veut plus de ce gouvernement. Mais vraiment plus de ce gouvernement. Voire ne veulent plus de votre camp, notamment le camp macroniste. Je dis, ils sont d'accord sur le constat. J'ai bien compris. J'ai pas dit que ça voulait dire qu'ils étaient en adoration devant nous. Je suis suffisamment lucide et je rencontre les Français tous les jours et je suis d'abord à leur écoute. Mais ce que je souhaite, c'est comment on arrive, encore une fois, à démontrer que nous, responsables politiques, il y a quand même le terme de responsable avant le mot politique, comment on arrive à trouver un compromis. Moi, j'entends tous ceux qui appellent ici à la démission, ici à la dissolution. Je pense que c'est pas le moment, en fait. On n'est pas dans un temps d'élection, on est dans le temps du débat parlementaire, on est dans le temps de la capacité du compromis et de la négociation. Mais un compromis, ça veut dire que ça fait un peu mal à tout le monde. Quand on fait des compromis dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, ça veut dire qu'on concède des choses qui font pas forcément plaisir, mais qui permettent à une famille de tenir ensemble. C'est la même chose quand on est face au budget aujourd'hui. Aurore Bergé, il y a quelque chose qui fait mal aux Français, qui fait mal aussi à votre camp très clairement, c'est l'annonce de la suppression de 2 jours fériés. Hier, lors de son interview, notamment sur BFM TV, le Premier ministre a semblé esquisser une ouverture expliquant que c'était totalement discutable et que ça ne pouvait être finalement peut-être qu'une seule journée. On sait que vous n'êtes pas fan du tout de cette mesure. Est-ce que ce soir, solennellement, vous appelez le Premier ministre pour faire un compromis avec les autres forces politiques à renoncer purement et simplement à la suppression de 2 jours fériés? Je vois qu'on a focalisé
tout le débat sur la question du budget sur les 2 jours fériés. Parce que les Français se sentent concernés. Ce que je peux c'est totalement comprendre parce que c'est leur quotidien et c'est de leur dire on va travailler plus et finalement on va demander plus d'efforts à ceux qui ont l'impression et pas que l'impression d'en faire déjà beaucoup alors qu'ils ont peut-être l'envie d'ailleurs que d'autres contribuent, que d'autres fassent des efforts. Moi ce que je pense c'est qu'à partir du moment où il y a presque unanimité sur une mesure, plutôt contre cette mesure, ça veut dire qu'il faut accepter qu'elle soit discutée, il faut accepter qu'elle soit débattue, il faut accepter peut-être d'y renoncer. Vous êtes pour y renoncer, je vous reproche juste. Est-ce que vous êtes, oui ou non, pour y renoncer? Si ça peut être un point de déblocage, oui. Si ça peut être un point de déblocage, parce que plus que la question des 2 jours fériés, ce qui compte, c'est la capacité ou pas à avoir aujourd'hui un budget. Et au-delà, c'est pas n'importe quel budget qu'on doit avoir, c'est un budget qui doit permettre de générer des économies. Pourquoi? Pour qu'on ait une capacité à agir, pour qu'on ait une capacité à investir. On a tous déposé nos enfants à l'école ce matin. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est le quotidien de nos enfants, c'est le quotidien de nos services publics, c'est la manière avec laquelle on peut faire en sorte qu'ils soient plus forts. Pour qu'ils soient plus forts, il faut qu'on augmente la quantité de travail dans notre pays, il faut que l'État fasse des efforts, il faut que chacun y contribue selon ses moyens, selon ses capacités. Si cette mesure, elle cristallise toutes les oppositions, moi je pense qu'il vaut mieux qu'on accepte de la mettre sur le tapis, de la mettre en négociation et de faire des concessions. Oui, on va revenir sur les différentes mesures et ce que vous venez de dire, Aurore Bergé, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un côté irresponsable et coupable? Je m'explique, on est dans un contexte compliqué, de la part peut-être du Premier ministre en tous les cas. Peut-être écouter Christine Lagarde ce matin, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui dit, je la cite, « Tous les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants. Il y a toujours des conséquences évidentes sur l'économie. Oui. » Est-ce qu'il fallait le faire là? Attendez, déjà les signaux positifs sur l'économie que vous décrivez ils sont réels et ils ne sont pas tombés du ciel. Ces signaux positifs sur l'économie, sur la réindustrialisation du pays, sur les investissements étrangers, sur le chômage de masse qui n'est plus une préoccupation majeure, ça, c'est la politique qu'on mène depuis 2017. Et ça veut dire aussi que changer complètement de braquet, c'est le risque aussi que ces signaux positifs, en fait, le soient de moins en moins. Ensuite, sur la question que vous me posez, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Mais dans tous les cas, est-ce que c'est responsable? La même question se serait posée. La même question se serait posée. Votre question, elle peut se retourner, de dire dans ces cas-là, est-ce que c'est responsable d'appuyer sur le bouton ou de refuser de le faire pour les oppositions? On a tous une part de responsabilité. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points. Parce qu'à la fin, je pense que les Français, ils ne feront pas trop la différence. Ils verront juste ce qui se passe pour eux, ce qui se passe pour eux à la fin du mois, ce qui se passe pour eux pour leur service public. Ils se diront... Enfin, moi, je pense que le vrai risque, c'est qu'à la fin, on génère de l'indifférence chez les Français. Moi, je ne veux pas que les hommes ou les femmes politiques génèrent de l'indifférence. Je veux qu'ils se disent qu'on est encore en capacité d'agir et d'agir pour eux. Donc, on est que ce déjà soit à ce point-là de l'indifférence lucide. Il faut être lucide sur le fait que parfois, on est vu comme étant dans la pièce d'à côté, qu'ils ont l'impression qu'on partage plus les mêmes préoccupations. Si on ne veut pas qu'ils ne nous écoutent plus, parce qu'ils n'ont plus envie de nous entendre, il faut être lucide sur le constat, assumer de poser clairement aussi des règles du jeu, assumer clairement aussi des directions qu'on veut prendre. Et moi, au-delà de « il faut supprimer telle ou telle mesure », moi je souhaite qu'on me dise quelles sont les mesures nouvelles, quelles sont les mesures alternatives, parce qu'un compromis, c'est pas que des moins. C'est aussi des plus, c'est-à-dire des propositions. C'est ce qu'on va évidemment demander ce soir tout au long de cette émission à ceux qui vont succéder. Mais vous parlez de lucidité, vous parlez de responsabilité. On a beaucoup entendu ce chiffre de 1000 milliards de dettes supplémentaires en 10 ans. Je le disais en vous accueillant sur ce plateau, vous êtes député macroniste depuis 2017. Combien de budget avez-vous rejeté? J'assume d'avoir soutenu les budgets, mais pourquoi? Donc cette part de responsabilité là aussi, déjà, évidemment. Je l'ai dit, j'ai parlé de responsabilité collective. Parce qu'on parlait des décalage avec les Français. Avant même que vous me posiez la question. Mais la dette, elle vient d'où? La dette, la moitié, c'est les retraites. Qui a réformé les retraites? Qui? Nous avons réformé les retraites. J'étais présidente du groupe parlementaire à ce moment-là. Qui a voté? On n'a pas pu voter au Parlement, à l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'a pas pu voter à l'Assemblée nationale? Parce que personne n'avait envie de partager ce fardeau-là de responsabilité. Oui, mais Aurore Bergé, il y a quand même 1000 milliards qui vous sont imputables. Vous êtes d'accord? Moi, je dis que déjà, on a assumé ça. On a assumé de réformer les retraites. Posez la question à ceux qui, aujourd'hui, vous continuez à dire il ne fallait pas le faire. Il faut revenir à 62, voire à 60 ans. Est-ce que ce débat ne paraît pas complètement à côté de la plaque? Pas tant que ça, les socialistes l'ont remis sur la table. On sait qu'en janvier dernier, la question des retraites avait été décisive pour que les socialistes
décide finalement de passer à une forme de pacte de non-censure avec votre gouvernement, avec François Bayrou. Aujourd'hui, est-ce que vous évoquez des compromis? Est-ce qu'il ne faut pas faire un geste sur cette question des retraites? Juste, par exemple, on sait qu'il y aura l'année prochaine dans le projet de budget une année blanche, c'est-à-dire que les retraites notamment ne seront pas indexées sur l'inflation. Est-ce qu'il ne faut pas dire, en geste de bonne volonté aux socialistes, eh bien, par exemple, on prend la décision si on indexera les retraites sur l'inflation pour montrer qu'on fait quelque chose pour les retraités? Est-ce qu'il faut faire ce geste vers les socialistes? En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est où on est capable de faire des économies. Est-ce qu'on est capable d'en faire dans notre pays? Ou est-ce qu'on se dit à chaque fois... Non, c'est pas ce que je dis. Est-ce que vous pensez que le compromis, c'est que des dépenses en plus? Moi, je pense qu'on peut être suffisamment intelligent pour dire que le compromis, ça peut aussi être chercher de la dépense qui est considérée comme inutile, pas prioritaire en tout cas pour notre pays. Sinon, on ne serait pas élu, on ne serait pas élu député et on ne pourrait pas aucun geste sur les retraites. Mais on en a fait des gestes sur les retraites. Moi, j'aurais aimé que le conclave aille au bout. Les partenaires sociaux étaient prêts à avoir un accord qui était important sur la question des retraites des femmes. C'est pas un petit sujet. Sur la question de la pénibilité, combien aujourd'hui de Français ont une vie qui est une vie difficile au travail avec la nécessité prendre une mesure aujourd'hui. Mais on était prêts à on indexe les retraites par exemple sur l'inflation l'an prochain. Je vous parle déjà de ce que les partenaires sociaux avaient négocié et on n'était pas si loin d'un accord. Il y avait des gens responsables qui étaient restés jusqu'au bout autour de la table. Ça, c'était un bon signe quand même pour notre pays de se dire qu'on était prêt à cette négociation. Mais si à la fin de ce plateau et de tous ceux que vous allez avoir ce soir qui se sont succédés, il n'y a que des additions de dépenses supplémentaires, je ne vois pas comment on répond à la question qui est comment on diminue le fardeau de la dette dans notre pays. Ou alors, on se dit que ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce qui est inutile? Et que ce n'est pas important de réduire la dette. Moi, je pense que c'est important et ça nécessite des réformes. Qu'est-ce qui est inutile comme dépense aujourd'hui? Mais ça nécessite d'abord des réformes. Mais vous pouvez avoir des idées pour les peser sur la table, Alors, pour les poser sur la table dans le débat. On en a posé plein sur la table. On a posé la question du train de vie de l'État. Avant de demander des efforts aux Français, il faut que l'État soit crédible. Pour que l'État soit crédible, il faut réinterroger nos propres dépenses. Ce que nous avons fait, on a posé la question des agences notamment. Le Sénat a fait un rapport sur le sujet qui est intéressant. Mais ça, c'est aussi la capacité. Mais quelle agence, quand, combien de fonctionnaires, quelle économie? Il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. Ça a été archi-documenté par la Cour des comptes, par des rapports parlementaires. Donc, allons-y, faisons-le, mettons-nous autour de la table sur ce sujet. On le dit sur la question du travail, sur la réforme de l'assurance chômage. Combien de fois on entend des Français, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants dire on en a marre à un moment qu'on nous demande des efforts à nous qui bossons, alors qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui ne sont pas au travail. Parfois pour des raisons très objectives, parce que les jeunes s'insèrent trop tard sur le marché du travail, parce que les seniors partent trop tôt, parce qu'on a un taux d'emploi des femmes qui est encore inférieur à celui des hommes, mais aussi parce qu'on a la nécessité d'aller plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Vous entendez ce qu'ils disent, les Français, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait plus avant? Et qu'est-ce qui fait que demain, ils arriveront à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai sur les premières années qui ont été les nôtres avant les années de crise. Vous savez très bien les chiffres, Edwige Chevrillon, vous les commentez tous les jours. Vous savez très bien qu'on a réussi à réduire sur de la dépense. On l'a fait. Et après, on a eu des chocs. On a eu des chocs de crise. On a eu les chocs du Covid, on a eu le choc énergétique. Tout le monde nous a demandé non seulement de dépenser, mais de continuer à dépenser. Personne n'est venu sur votre plateau vous dire, après la crise énergétique et Covid, s'il vous plaît, arrêtez la politique du chèque. S'il vous plaît, dépensez moins. Donc il faut que chacun balaye devant sa porte. Si nous, on a une responsabilité, et je l'assume pleinement, oui, nous avons aussi une responsabilité, il ne faut pas non plus minorer en permanence celle des autres. Est-ce que les Français en ont une? Comme semble le dire François Bayrou, est-ce que les Français ont une responsabilité? Parce que François Bayrou dit, tout cet argent dont vous parlez ce soir, au fil des chocs, il est allé aussi aux Français. La responsabilité, elle est d'abord la responsabilité des choix politiques que les uns et les autres nous avons fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Mais ce qui est vrai, c'est que cet argent, il n'a pas servi à rien. Il a servi d'abord pour les Français. Ça, c'est une certitude. Quand vous avez dépensé plus, vous avez dépensé plus au service des services publics, justement, au service des Français, au service de leur protection, au service de nos entreprises. Moi, je ne regrette pas ce qu'on a fait, par exemple, sur le chômage partiel pendant le Covid. Je ne regrette pas le fait qu'il fallait soutenu les artisans des commerces. Il fallait s'arrêter à un moment. Mais qui le voulait? Qui le voulait? Qui était au pouvoir? Personne. Non, mais qui le voulait? Et qui l'aurait voté à l'Assemblée nationale à partir de 2022? Personne. Nous étions déjà en majorité relative dès 2022. Personne ne voulait que nous arrêtions. Moi-même, j'étais dans ces négociations-là en tant que présidente de groupe. Je me souviens très bien de ce qu'on nous demandait. On ne nous demandait pas de dépenser moins, on nous demandait de dépenser plus. Donc maintenant, la question, elle n'est pas juste
Comment on revoit notre copie? La copie, elle est évidemment perfectible. Ouais. Tout le monde le sait. Sur le volet recette aussi et la taxation des plus hauts revenus. Il y a eu ce geste, encore une fois, dans la méthode François Bayrou, mardi dernier, devant la CFDT. Encore une fois, extrêmement flou, évasif, mais sur la taxation des plus hauts revenus, sur l'évasion fiscale. Est-ce qu'il y a un tabou sur notamment l'impôt sur la fortune? Pourquoi ne pas non plus avancer sur ce... Vous parlez de ceux qui viennent sur ces plateaux, ils sont nombreux à dire aujourd'hui qu'il y a une forme d'injustice fiscale et qu'il faut sans doute aller plus loin sur la taxation des plus hauts revenus. Il y a plusieurs sujets, vous parlez de l'évasion. Déjà, la question de la fraude sociale et de la fraude fiscale, c'est évidemment un sujet qui est prioritaire parce que c'est une insulte à ceux qui bossent. C'est une insulte à ceux qui, eux, respectent les règles. Donc la question de la lutte contre la fraude, qu'elle soit sociale et fiscale, évidemment que ça doit être une priorité. Ensuite, il y a la question de la fiscalité. Notre fiscalité dans notre pays, elle est importante. Je pense qu'il n'y a pas un Français ici sur votre plateau qui considère qu'il paye pas assez d'impôts. Donc elle est importante. Et on a un pays qui est très redistributif. On corrige les inégalités parce qu'on a justement des prélèvements obligatoires qui permettent de corriger ces inégalités et de lutter contre la pauvreté notamment. Et justement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Vous voyez bien qu'on est pris en permanence en étau entre ceux qui disent réduisez la charge de la fiscalité et ceux qui disent augmentez. Moi, je pense qu'on a réussi depuis 2017 quelque chose qui est une cohérence en matière économique et fiscale. Et le pire risque, c'est quoi? C'est l'instabilité et c'est l'incohérence. Si vous faites une politique du zigzag en matière économique, et on est dans l'instabilité, Aurore Bergé. Oui, on ne va pas ajouter l'instabilité économique et fiscale à l'instabilité politique. On a fait des éléments de taxation sur les plus hauts revenus. C'était une proposition qui avait été prise au départ dans le budget de Michel Barnier, que nous avons reprise. Donc on a assumé une taxation exceptionnelle sur les plus hauts revenus dans notre pays, en plus de l'impôt sur le revenu. Donc on a fait cette part-là. Est-ce qu'il faut encore et toujours aller plus loin? Vous savez, on est toujours le plus riche de quelqu'un. Donc la question, c'est quel est le seuil? Jusqu'où ça va? À quel niveau ça va? Moi, je ne suis pas certaine que dans notre pays, on ait besoin de fiscalité supplémentaire. On a besoin de dépenser mieux et peut-être parfois de dépenser moins plutôt que de taxer plus. Aurore Bergé, vous dites que vous y croyez encore, mais on a un peu de mal à voir qui soutient encore François Bayrou. Alors ce soir, Bruno Retailleau appelle les députés LR à ne pas rejoindre, je cite, les pyromanes qui ne voteraient pas la confiance à François Bayrou. Pourtant, Laurent Wauquiez, lui, a un vote des militants pour faire un choix clair. Et Xavier Bertrand, ce matin, a expliqué que lui, il n'inciterait pas les députés LR à voter la confiance à François Bayrou si le budget reste en l'état. Vous êtes issu des Républicains. Qu'est-ce que vous dites à vos anciens amis des Républicains? En fin de journée, même Valérie Pécresse, dont vous avez été proche, disait à Marc Fauvel que s'il n'y avait pas d'accord de gouvernement, la solution privilégiée, ce serait un départ anticipé du président, une présidentielle anticipée. Qu'est-ce que vous dites aux Républicains ce soir? Je leur dis qu'on gouverne ensemble aujourd'hui. Ce budget n'est donc pas sorti de nulle part. Il est sorti de la capacité que nous avons eue à gouverner ensemble et à maintenir une coalition depuis à peu près 1 an. Ça n'allait pas de soi d'être dans cette coalition ensemble. Ça demandait des efforts à chacun. Mais ça veut dire que si on veut continuer à gouverner ensemble demain, la logique, c'est évidemment qu'il n'y ait pas une voix qui manque de la part des députés Renaissance, Modem, Horizon et LR sur le vote de confiance. Vous avez un doute sur les LR? Vraisemblablement, quand j'entends l'explication qui est donnée par Guillaume Darey, je perçois que c'est pas forcément si simple. Je peux comprendre que des députés, à un moment, se disent « Et si demain on retourne aux urnes, est-ce qu'il vaut bien que je prenne le risque ?» Le risque, c'est le risque de l'incohérence. C'est le risque de l'incohérence. Est-ce que oui ou non il participe au gouvernement? La réponse est oui. Il me semble, et non des moindres, président du parti et ministre de l'Intérieur. Et il a été clair sur le fait que lui appelait sans ambiguïté à voter la confiance. Donc il faut qu'à un moment, qu'il n'y ait aucune ambiguïté de la part de qui que ce soit. Vous maintenez que dans votre esprit, il est possible que le bloc central qui gouverne aujourd'hui continue à gouverner après le 8, avec ou sans François Bayrou. Pour vous, c'est toujours possible? C'est possible à partir du moment où vous démontrez que vous avez une coalition qui est la coalition la plus large qui soit. Aujourd'hui, d'un point de vue purement même arithmétique, la coalition que nous avons réunie est la coalition la plus large qui soit. Ça ne veut pas dire que ce soit la plus simple, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuances ou des différences, ça ne veut pas dire que c'est simple à l'Assemblée, on en fait la démonstration, mais bon an, mal an, ça veut dire que depuis 1 an, on a gouverné, qu'il y a un budget qui a été adopté, qu'il y a des lois qui ont été adoptées, que ce soit sur le narcotrafic, la lutte contre l'antisémitisme, on a fait des choses qui sont utiles. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin, j'aimerais parfois que ça aille plus vite, mais il faut faire confiance à l'Assemblée qui a été choisie par les Français. Mais c'est compliqué sur le budget. Je voudrais vous montrer une fresque qui va revenir tout au long de cette émission, la fresque des premiers ministrables. On a imaginé ce qui pourrait se passer, parce que c'est le but de cette émission, après le 8. Si le gouvernement auquel vous participez
tombe. On a un certain nombre de cas de figure, vous les voyez ici, ça va de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui est cité parmi les premiers ministrables, à Catherine Vautrin, Gérald Darmanin, qui participe en ce moment au gouvernement, le ministre de l'économie aussi, qu'on voit plein centre, qui participe mais qui vient lui plutôt de la gauche, Olivier Faure, dont certains se disent, et il vous succédera tout à l'heure sur le plateau, qu'il se voit lui à Matignon, Bernard Cazeneuve, Christine Lagarde, la patronne de la BCE aujourd'hui. Quelle hypothèse vous rejetez d'emblée? Est-ce que pour vous, je ne vais pas vous demander un nom, je sais que vous n'allez pas me répondre, vous êtes ministre de François Bayrou. Vous êtes lucide. Est-ce que pour vous... Peut tenter, Maxime. Un gouvernement emmené par la gauche, emmené par Olivier Faure aujourd'hui, c'est inconcevable, vous ne le soutiendrez jamais. Mais en fait, c'est inconcevable parce que c'est particulièrement minoritaire, puisque même la France Insoumise ne le soutiendrait pas. Donc quand vous ne faites même pas l'union chez vous, c'est compliqué d'aller rassembler au-delà. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est pas en capacité de travailler ensemble? Il y a deux choses différentes. Il va y avoir la question qui sera posée si le 8, on n'a pas le vote de confiance, et moi je préfère ne pas anticiper, ne pas enjamber, de quelle est la coalition gouvernementale qui peut tenir. Et puis, il va y avoir ceux qui peuvent dire « je ne participe pas au gouvernement, mais pour autant, je souhaite la stabilité du pays, et pour moi, ça a un prix ». Et ça veut dire que ce sera en fonction de telles réformes qui seront engagées. C'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas en permanence, ce que je disais tout à l'heure, faire des soustractions. Ne faites pas ça, retirez ça de la copie. Olivier Faure va me succéder. Moi, la question que je veux lui poser, c'est ça. Au-delà de ce qu'il faut retirer de notre copie, quels sont les éléments de réforme qu'il veut porter? Est-ce qu'on peut porter ensemble, par exemple, une réforme sur le grand âge? Mais une révolution majeure sur la longévité. Le compromis est un nombre d'éléments qu'on peut porter. Pourquoi ces 8 derniers mois avec François Bayrou, où le compromis, on le voit, c'est le résultat de ce jour. Mais on a voté un budget ensemble. Oui, enfin. Donc ça n'a pas totalement été impossible. Aujourd'hui. Ça n'a pas totalement été impossible. Vous savez, quand j'ai été nommée au gouvernement, on nous prédisait parfois 3 semaines ou 1 mois. Vous vous en souvenez, vous l'avez peut-être parfois dit vous-même. Bon, il se trouve que ça fait presque 9 mois. 9 mois où un budget pour le pays a été adopté, un budget pour la sécurité sociale a été adopté, des réformes aussi ont été adoptées, notamment sur les questions sécuritaires que j'évoquais. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Ça veut dire que c'est possible avec l'Assemblée qui est la nôtre. Donc, ceux qui disent qu'il faut changer d'Assemblée oublient qu'il y a quelques mois à peine on a réussi. Donc, pourquoi on n'en serait pas capable encore aujourd'hui? On en sera capable. Emmanuel Macron dit souvent qu'il ne faut pas avoir peur du vote des Français. Pourquoi vous vous opposez si frontalement à une dissolution? Vous avez peur de retourner devant les Français? Moi, j'ai pas peur de retourner devant les Français. J'ai pas peur de retourner devant celles et ceux qui m'ont réélu pour la 3e fois dans les Yvelines. C'est pas la question. Et puis, d'ailleurs, c'est pas une question personnelle. Je sais que ça coûte aussi. Ça coûtera sur du temps que nous n'aurons pas pour travailler et pour avancer. Ça coûtera pour nos entreprises. Parce que quand je rencontre des chefs d'entreprise, où qu'ils soient, en Ariège, dans les Yvelines, ils ne souhaitent pas une nouvelle dissolution. Ça ne veut pas dire qu'ils nous soutiennent mordicus, mais à minima, ce qu'ils veulent, c'est un minimum de stabilité. Et ce qu'ils nous disent, c'est désolé de le dire comme ça, mais c'est démerdez-vous. On vous a élus, toutes, les uns et les autres. Oui, ils sont concernés par les politiques même. Donc maintenant, à vous de faire en sorte que ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on vous soutient tous, mais ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de démontrer que c'est possible. Et à la fin, on sera tous comptables. Parce que si ça ne marche pas avec cette assemblée-là, qui vous garantit qu'avec une autre assemblée, ce sera mieux? Qui vous garantit qu'il y aura plus de stabilité? Personne ne peut venir ce soir sur votre plateau et vous dire si demain on retourne aux urnes, je vous garantis que j'aurai une majorité. Et donc la question de la présidentielle anticipée, c'est tabou. Je disais, Valérie Pécresse dit ce soir, pour débloquer les choses, il faut peut-être une présidentielle anticipée. En fait, je me disais avant d'arriver sur le plateau, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, quand on regardera la période qu'on est en train de vivre, on réalisera tous qu'on a un peu perdu les pédales quand même. Dont Emmanuel Macron avec la dissolution il y a 1 an et demi. Considérer qu'on peut comme ça, des gens qui sont raisonnables, respectables, dire qu'on en appelle à la démission du président de la République, je trouve qu'on atteint des choses qui ne devraient pas exister. On peut contester, évidemment, le président de la République, ça s'appelle la vie démocratique. En appeler à la démission du président de la République, c'est-à-dire la déstabilisation des institutions, le risque d'instabilité chronique, je pense que c'est dangereux d'en arriver là et que ça créera un précédent impensable pour notre pays. Donc, ils sont plusieurs dans votre ancien camp. Il n'y a pas que Valérie Pécresse. Jean-François Copé parle d'une démission. Je n'entends pas le président du parti le dire. Je crois que Bruno Retailleau a été très clair sur ce sujet. Et tant mieux, on travaille ensemble, on gouverne ensemble. Et le pays, il a besoin à la fois de clarté, de cohérence et, je l'espère, un peu de stabilité. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni en disant ça? Parce qu'on parlait de Jean-François Copé, de Valérie Pécresse. Eux voient l'entonnoir se rétrécir au fur et à mesure et voient le cul-de-sac à la fin. Peut-être que certains l'espèrent. Peut-être que certains l'espèrent, mais moi, j'espère pas qu'à un moment, ça va se réduire à ce point-là. Moi, ce que j'espère,
c'est qu'en fait, on est en capacité d'être meilleur que l'image qu'on donne ces dernières semaines et ces derniers mois. Parce que c'est pas une image qui fait honneur à la vie politique que d'être incapable à un moment de s'accorder sur ce qui devrait être une base démocratique, donner un budget au pays. C'est ça dont on parle. Donc, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et est-ce que, au-delà en permanence de revoyer votre copie et se renvoyer les copies les uns et les autres à la figure, est-ce qu'il y a des points qui sont des points d'accord, de négociation et de compromis? C'est pas un gros mot, le compromis. Et oui, en effet, ça coûte un peu. Toute petite question, Guillaume. Question courte, réponse courte. Est-ce que le responsable de la situation kafkaïenne dans laquelle nous sommes ne s'appelle pas tout simplement Emmanuel Macron avec une dissolution parfaitement incomprise? Oui ou non? Non. Il n'en est rien responsable. Mais je crois qu'à un moment, il a fait un choix sur la dissolution qui était de dire aux Français, est-ce que oui ou non, c'était une bonne idée. On peut continuer de la même manière. C'était une bonne idée. Mais on avait des élections européennes. Mais pour vous, quand on voit le résultat, c'était une bonne idée, oui ou non? J'essaie de répondre à la question que vous posez. Mais on a perdu les élections européennes. Et vous auriez tous dit, le président est sourd s'il n'avait pas bougé. Il a bougé, vous dites il a mal bougé. Bon, bah ça, après, c'est les Français qui décideront et c'est les Français qui choisiront. Et vous? Moi, ce que je pense, c'est que, vous le dites vous-même, il ne peut pas avoir peur de retourner aux urnes. Donc pourquoi lui reprocher ce qu'il a fait hier, alors vous nous demandez d'y retourner aujourd'hui? À un moment, c'est pas très cohérent non plus. Donc moi, je crois qu'il y a eu une dissolution dans notre pays. Que cette dissolution, elle a montré ce qu'est notre pays aussi. Des colères, des fractures, la nécessité aussi, malgré tout, d'arriver à trouver des compromis. Et donc cette Assemblée, elle est ce qu'elle est. Et maintenant, il va falloir faire avec. Je rappelle ce que vous nous avez dit sur ce plateau. Vous appelez, si ça peut débloquer les choses, avez-vous dit, si ça peut débloquer les choses, à oublier, à supprimer la suppression des 2 jours fériés qui étaient prévus par François Bayrou dans le prochain budget. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous. Merci. Olivier Faure vous succède dans une seconde. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, Olivier Faure, ce soir? Quel message vous avez commencé tout à l'heure. Quel message vous voulez lui faire passer? Il est là, il est à 3 mètres de vous. Je le vois, ça arrive qu'on se parle.